Il y a quelques jours, l'Europe terminait un sommet assez important pour l'avenir du spatial européen. Car entre le besoin de protéger ce qui est déjà acquis et de se développer en se tournant vers l'avenir, le spatial européen est en effet arrivé à une période charnière de son histoire où, s'il veut rayonner de par son indépendance et sa compétitivité, il doit évoluer vite, fort et durablement. Et entre les potentiels échecs, les nouveautés, les belles réussites et un divorce, je vous propose pour aujourd'hui de se faire un petit point sur l'essentiel à retenir de ce sommet et son possible impact. Mais avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, bienvenue à vous pour une nouvelle dose d'espace. Avant de commencer cet épisode, je tenais à préciser un point important. Je ne parlerai pas longuement des projets de capsules franco-allemandes Nix et du cargo allemand de RFA baptisé Argo. Si je les mentionnerai à quelques reprises, je vous mettrai plutôt le lien de l'épisode où je parle de ces deux éléments dans l'écran de fin pour ceux qui veulent approfondir le sujet. Dans cet épisode-ci, je ne me concentrerai donc que sur l'essentiel pour éviter de trop digresser, car malgré tout, plusieurs choses intéressantes sont sorties de ce sommet. Déjà, on avait droit à l'annonce de financement à hauteur de 361 millions d'euros par an à partir de 2026 pour permettre 42 vols d'Ariane 6 contre 15 prévus auparavant. S'il est intéressant de voir le calendrier des vols d'Ariane 6 et sa rentabilité s'accroître rapidement, on notera que le petit lanceur Vega, ou plutôt son évolution Vega C, qui est actuellement dans une situation délicate au niveau de sa fiabilité après 2 échecs, recevait 21 millions de ces 361. Mais ce qui en ressort surtout, c'est que le spatial européen est dans une situation complexe, voire même un peu plus complexe que le spatial institutionnel américain il y a quelques années. Chaque pays européen a en effet souvent cherché à protéger ses intérêts, son industrie et son économie, et même si c'est une réaction tout à fait légitime, cela entache aussi souvent grandement l'unité européenne. En ça, le développement de lanceurs comme Ariane, où chaque pays apporte son savoir-faire, est tout autant une force qu'une faiblesse ralentissant considérablement le développement. Le problème, c'est que dans un paysage spatial qui a radicalement évolué depuis la fin des années 90 et le début des années 2000, l'Europe ne peut plus se permettre de s'appuyer sur sa stratégie qui lui a toujours magnifiquement réussi. Prendre le temps de développer et arriver avec un lanceur à la fiabilité inégalée sur le marché comme Ariane 5 et sa précision redoutable, ou encore l'excellente carrière d'Ariane 4, ou la fiabilité malheureusement remise en question de Vega, tout ceci n'est plus un modèle exploitable. Le développement est lent et le lanceur qui en ressort a malheureusement du retard en termes de technologie et compétitivité, et même si qualifier Ariane 6 de dépassé serait un raccourci totalement faux, il est tout aussi vrai que la prochaine génération de lanceurs ne pourra pas être développée de cette façon et devra arriver bien plus vite. Dans ce contexte, on apprenait la création de l'European Launcher Challenge, initiée par l'agence spatiale allemande, la DLR, et suivie par tout le monde. L'idée est de permettre l'accès à des contrats de lancement à des entreprises privées, créant non seulement une concurrence sur les prix, mais aussi sur la flexibilité des lanceurs développés par des entreprises privées. L'approche européenne, et je vous traduis ce qui a été dit quasiment mot pour mot, doit évoluer pour intégrer une nouvelle culture du risque. Et c'est vrai que cette dernière a toujours été relativement absente, les institutions préférant souvent un énorme contrat à une entreprise fiable, plutôt que plusieurs petits pour de nouvelles entreprises. Et c'est la même chose pour le développement d'un cargo spatial capable de retourner sur Terre, n'étant donc pas désagrégé lors de sa réentrée dans l'atmosphère, destiné à l'ISS et éventuellement d'autres stations en orbite basse. Actuellement, 3 entreprises devraient entrer en compétition pour une subvention de 75 millions d'euros, avant que, lors du prochain sommet en 2025, de nouveaux financements soient décidés. Et entre les projets de cargo de l'allemand Rocket Factory Augsburg, Nix de l'entreprise franco-allemande The Exploration Company et le projet plus original Suzy d'Ariane Group, il serait intéressant de voir l'évolution de ces projets. Car ici, l'idée est encore une fois de fixer des objectifs que les véhicules doivent atteindre, mais pas de design ou de règles strictes. Chaque entreprise est libre d'apporter ses propres concepts et ses propres solutions, et celui qui sera le plus efficace et le plus rentable aura le plus de financement.
Dans ce contexte, Ariane Group a aussi fait énormément la promotion de Suzy, qui, à cheval entre la capsule et la navette, est vendue comme un véhicule à tout faire. D'ailleurs, petite parenthèse, mais l'entreprise publiait quelques jours avant le sommet les premières images d'un prototype à échelle réduite de Suzy, prototype non dédié au vol, et servant de banc d'essai à différentes technologies. Car d'un autre côté, il ne faut pas oublier non plus que des entreprises comme Ariane Group, qui disposent d'un grand savoir-faire, resteront cruciales dans le paysage du spatial européen et ne sont pas condamnées à s'effacer. D'autre part, actuellement, entre le développement de la famille de petits et moyens lanceurs de Maya Space, filiale d'Ariane Group, les évolutions de Vega, lanceur fabriqué par l'italien Avio, mais j'y reviens dans un instant, les réflexions sur Ariane Next, le démonstrateur Themis qui devrait voler bientôt y avance, le moteur réutilisable à oxygène et méthane Prometheus, le démonstrateur franco-allemand Callisto et la future navette Space Rider de l'ESA, les projets fleurissent aussi de ce côté. Et aujourd'hui, c'est utile et même vital pour éviter de perdre du temps, de travailler sur plusieurs concepts, plusieurs prototypes et plusieurs idées en simultané. Mais pour réussir la prochaine Ariane, car la famille de lanceurs est loin de disparaître même si le paysage va se diversifier, l'Europe devra aussi se fixer des objectifs clairs, précis, trouver les financements et changer sa façon de travailler. Car d'un autre côté, actuellement, Ariane Group, et on le voit avec Ariane 6, est fortement influencé par les décisions gouvernementales et voir l'entreprise évoluer plus librement dans un marché plus compétitif est plus que souhaitable pour des projets comme Suzy et pour l'après-Ariane 6. Dans un autre registre, on apprenait aussi lors de ce sommet, même si l'information était déjà plus ou moins attendue, que l'entreprise italienne Avio allait divorcer d'Ariane Group et reprendre en main la commercialisation de Vega, jusqu'ici gérée par Ariane Group. Même si le retour en vol de Vega C devra probablement attendre 2024 et que cette séparation sera très lente avec tous les contrats qui ont déjà été fixés, cette séparation est désormais actée et le dernier échec de Vega est, et c'est une supposition ici, probablement l'un des éléments déclencheurs de cette séparation, dans un contexte où les différentes entités, à savoir l'ESA, Ariane Group et Avio, ne semblent pas en parfaite entente actuellement. En ça, la volonté de pousser le développement du New Space par des entreprises non affiliées à des institutions gouvernementales, comme RFA, The Exploration Company ou encore la française Latitude qui développe son petit lanceur, dont le vol inaugural est attendu en 2024, est une volonté saine, est l'option la plus sage et celle qui fera probablement le plus de bien à l'Europe spatiale. Car on l'a vu aux États-Unis avec les appels d'offres pour le ravitaillement et le transport d'astronautes vers l'ISS que la NASA avait lancé il y a quelques années, mais il suffit de quelques contrats juteux bien placés pour voir naître un secteur et une économie florissante et voir un effet boule de neige. Des lancements moins chers, plus de satellites lancés et un secteur florissant. Si du côté scientifique pur, l'Europe n'a aucunement à rougir, nous sommes quand même sur des missions chinoises, indiennes, américaines, japonaises, en plus de lancer des missions comme Rosetta, Euclid, Baby Colombo, de participer à Artemis, de concevoir des modules de station et bien d'autres. Du côté des lanceurs commerciaux et du vol habité ou du lancement de cargo, il est temps que l'Europe s'active et rattrape son retard avant que celui-ci ne devienne trop important. Et c'est d'ailleurs ce qu'elle semble bien partie pour faire. Enfin, on notera aussi que l'ESA, en partenariat avec Airbus et Voyager Space, commence à jeter les bases d'une station spatiale commerciale après la fin de l'ISS à l'horizon 2030. D'ailleurs, vers la même période, l'Europe vise aussi une neutralité en matière de débris spatiaux. Mais ça, on en reparlera encore d'ici là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.